On se pose souvent des questions de souveraineté sur la capacité de chaque État à créer de la monnaie. C'est omniprésent par exemple dans des débats où s'affrontent des défenseurs et des opposants aux règles de Maastricht ou au fonctionnement de la BCE. Un débat qui menace l'entente entre des pays voisins qui ne se font plus la guerre depuis qu'ils partagent une monnaie commune, un espace privilégié d'échanges économiques et des budgets de fonctionnement qu'ils définissent au sein de l'Union européenne. Pour tenter d'éclairer ces grands débats, je vous propose un voyage dans le passé, lointain, très lointain, avant les premières banques centrales. En gros, dans ce 39e épisode de l'économie pour les nuls par un nul, on va continuer de voyager dans ce que j'appelle la préhistoire des banques centrales. Autrement dit, la période de plusieurs millénaires avant la création des premières banques centrales au XVIIe siècle. Et on va tout particulièrement s'intéresser aujourd'hui à la façon dont il était déjà question de souveraineté avec les premières pièces de monnaie 600 ans avant notre ère, en réfléchissant à la notion de servitude volontaire qui concerne encore actuellement tous les utilisateurs du moindre outil monétaire. Mais avant de commencer, je prends 20 secondes pour vous inviter à prendre le temps de cliquer sur le bouton « Abonnez-vous » si ce n'est pas déjà fait. C'est une façon simple, gratuite et efficace de soutenir la fabrication de ces vidéos. On en était aux premières pièces de monnaie avec les rois de Lydie qui utilisaient l'or que leurs esclaves pouvaient ramasser dans la rivière Pactole pour demander à d'autres esclaves de fabriquer les premières pièces de monnaie et devenir ainsi riches comme Crésus. Je ne vais pas refaire toute la présentation que j'ai fait la dernière fois dans l'épisode 38, mais je vous propose tout de même de partir de cette première pièce de monnaie. C'est comme si c'était la suite de la dernière vidéo, mais rassurez-vous, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il sera question d'utiliser un tout autre angle d'attaque. Cette fois, il sera question de souveraineté. On va parler de l'autonomie et de la force que donne la création monétaire à l'État qui fabrique sa propre monnaie. Mais pour cela, il faut que je fasse une petite mise en garde. Nous allons parler de la création monétaire qui avait lieu il y a plus de 2600 ans. Une façon de battre monnaie qui a perduré pendant plus de 2000 ans jusqu'à l'apparition des premières banques centrales. Mais qui, avec l'évolution du fonctionnement des banques centrales, a énormément changé depuis. Il faut bien comprendre que ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il se passe actuellement dans nos banques centrales. En effet, il n'a été question de politique monétaire qu'à partir du début du 19e siècle. Et encore, ce qui naît à l'époque avec la Currency School de David Ricardo n'a rien à voir avec ce que les banques centrales mettront en place à partir du début du 20e siècle. Et c'est encore différent de ce qu'on voit actuellement en ce début de 21e siècle. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va voir ensemble n'a aucune résonance avec le présent, et c'est même pour cela que je trouve judicieux d'en parler, mais je préfère prévenir que ça n'explique en rien ce qu'il se passe actuellement en termes de création ou de régulation monétaire. Jusqu'à cette période très récente, que nous étudierons avec plus de précision dans d'autres épisodes à venir sur les banques centrales, la création monétaire a très longtemps été très simple. Que s'est-il donc passé avec les premières pièces des rois de Lydie? Eh bien, c'est très simple. Ils avaient besoin d'argent pour payer des armes, des constructions de palais ou des sacrifices dans des temples de l'époque. Ils ont réalisé qu'au milieu de leur pays, une rivière qui s'appelait Pactole regorgeait de paillettes d'or et ils ont décidé de les ramasser pour s'en servir et payer tous leurs frais. Lorsque je disais que la création monétaire était très simple, je ne vous ai pas menti, c'est pas plus compliqué que ça.
Comme je l'expliquais dans le dernier épisode, au fil des générations, ces rois de Lydie ont petit à petit donné une forme pratique et reconnaissable aux morceaux d'or qu'ils échangeaient contre des services ou des biens. Et c'est ainsi qu'a commencé une activité de création monétaire qui n'a jamais cessé. Ils l'ont tout simplement fait parce qu'ils avaient la ressource nécessaire pour le faire. Ils ont formé un long tube de métal précieux, ils l'ont découpé en plusieurs milliers de petites rondelles et ils les ont marquées comme pour dire « C'est moi qui l'ai fait !» Le fait qu'il y ait une forme reconnaissable sur tous ces bouts de métal ne signifie pas « cette pièce est à moi », puisqu'elle appartiendra à la personne qui la récupérera. C'est juste une façon de dire que cette pièce vient de chez lui, le roi de Lydie. C'est d'ailleurs comparable avec les marques qu'on trouve à présent sur des vêtements ou des chaussures. Ça ne signifie pas que ça appartient à celui qui l'a fabriqué, puisque le vêtement appartient à celui qui l'a acheté ou celui qui l'a reçu en cadeau. C'est juste une façon de faire reconnaître son existence, d'associer le produit vendu à celui qui le fabrique. Je dois vous donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en faisant cette précision, mais il s'agit de comprendre le fonctionnement de la création monétaire. Guerre et paix. Les rois de Lydie ont pu payer beaucoup de choses grâce à tout l'or du pactole, puisque cette rivière, pleine d'or, faisait partie des ressources de son royaume. Et c'est d'ailleurs souvent pour s'accaparer ce genre de gisement qu'il y a eu des guerres tout au long de l'histoire des hommes. Et même bien avant la création des premières pièces de monnaie, les guerres sont depuis toujours l'occasion de récupérer des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Il est parfois question de s'emparer d'un savoir-faire, mais bien souvent il s'agit de négocier des accords d'échange ou d'exploitation de certaines ressources. Bon, en tout cas, les guerres se sont faites pour ces raisons, jusqu'à ce que les conflits concernent la remise en cause du pouvoir des souverains. Mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans les épisodes à venir. En faisant la guerre, les royaumes et les empires s'accaparent des mines de métaux précieux qui leur permettent de frapper encore plus de monnaie pour financer des armées et étendre encore plus leur territoire. Cette façon de battre monnaie, qui commence il y a 2600 ans et qui ne s'arrêtera jamais, est liée au fait que les souverains qui le font sont puissants et que personne n'ose donc dire qu'ils ne devraient pas faire ça. Mais surtout, c'est lié au fait qu'ils ont des gisements d'or et qu'ils ont les infrastructures pour fabriquer ces pièces. Et c'est comme ça que cette façon de battre monnaie a été copiée par d'autres souverains à travers le monde pendant des siècles et des siècles, construisant les moyens de faire évoluer la puissance des puissants. Comme on l'a vu par exemple avec la découverte de nouveaux continents pleins d'or, ou parce qu'ils n'étaient pas aussi armés ni aussi imposants que leurs envahisseurs, les habitants de ces régions se sont retrouvés complètement spoilés de toute leur richesse, rendant plus riches ceux qui étaient déjà assez riches pour financer ces grands voyages à travers l'océan Atlantique ou ailleurs. Mais qu'on soit bien d'accord, cette création monétaire n'est pas que le fruit de la guerre, des spoliations et des invasions. C'est aussi le fruit de la paix, car les activités économiques sont plus florissantes dans les zones et les périodes de paix. C'est donc entre les guerres que s'écrit la grande histoire de la création monétaire. Périodes de paix qui, soit dit en passant, sont construites par la fin des guerres, ce qui paraît assez logique, mais aussi par la persuasion militaire et la construction d'accords diplomatiques. Autant d'éléments dont les évolutions au fil des siècles ont une place importante dans l'histoire de la création monétaire. La servitude volontaire. Face à ces conditions qui ont permis le développement du monde économique dans lequel nous sommes encore, je vous propose de faire un grand pas dans cette longue histoire de la création monétaire pour nous retrouver au milieu du XVIe siècle. À cette époque, un très jeune homme de 19 ans écrit un petit texte d'une cinquantaine de pages. Il est originaire de Sarlat, en Dordogne, et c'est pendant des études de droit à l'université d'Orléans qu'il rédige ces quelques pages qui surprennent par son érudition et sa profondeur tous ceux qui le lisent.
Il faut dire que le jeune homme est assez doué pour son âge en termes de littérature romaine, de poésie italienne ou de philosophie grecque. Il étudie, il traduit, il écrit. Avec son petit accent du Périgord, il fait pas de bruit, mais il bûche, le jeune homme. Ce jeune homme, c'est Étienne de la Boétie. Et ce texte, c'est le discours de la servitude volontaire. Dans ce texte, il analyse la façon dont les anciens tyrans ont endormi leurs sujets dans la servitude. Ok, donc ça lui suffit pas la littérature et la philosophie, le type s'attaque carrément à des concepts qui relèvent presque de l'économie politique. Et ce, un siècle avant qu'Étienne de Montchrestien invente le terme d'économie politique. On peut même dire qu'avec son texte, Étienne de la Boétie aborde presque la notion de contrat social, et ce, un siècle avant Thomas Hobbes et John Locke, et 2 siècles avant Jean-Jacques Rousseau. C'est vraiment un texte incroyable. Sans doute est-ce la naïveté de son jeune âge qui lui a permis de faire une chose que personne n'ose faire à l'époque, à savoir défier l'ordre en place, une activité qui était passible à l'époque d'une peine de prison, voire d'une peine de mort. En même temps, ça explique pourquoi ce texte ne sera publié que 25 ans après qu'il ait été écrit, soit 9 ans après la mort de son auteur. Quoi qu'il en soit, il pose essentiellement la question suivante. Comment il se peut que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Très fort, non? Et puis, à l'époque. Pour répondre à la grande question qu'il se pose, il précise ce qu'il entend par tyran. Il y a 3 sortes de tyrans, écrit-il. Les uns possèdent le royaume par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, et les autres par succession de races. Pour lui, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre parce que ceux qui l'ont acquis par le droit de la guerre s'y comportent comme en pays conquis, ceux qui naissent rois ne sont pas ordinairement meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leurs serfs héréditaires et usent du royaume comme de leur propre héritage. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu'il devrait être plus supportable, et il le serait, je crois, si dès qu'il se voit élevé en si haut lieu, au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il ne prenait la ferme résolution de n'en plus descendre. Franchement, pour l'époque, quelle clairvoyance! Comme un lundi. Pour expliquer ce à quoi ressemble la servitude volontaire, il donne l'exemple du moment où Crésus a dû capituler devant Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. Vous savez, Crésus, c'est ce roi de Lydie dont on parlait en début de vidéo avec sa rivière Pactole et ses premières pièces de monnaie. Donc effectivement, il a été envahi par les Perses. Étienne de la Boétie rappelle dans son texte que pour ne pas avoir à détruire l'ancienne et magnifique ville de Sardes et ne pas avoir à tenir une armée pour la maîtriser, l'empereur serbe a établi des maisons de débauche et de prostitution, des tavernes et des jeux publics et rendit une ordonnance pour engager les citoyens à se livrer à tous ces vices. Ajoutant que ces misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même, les latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu'ils nommaient, eux, lundi, par corruption de Lydie. Le lundi de nos dictionnaires, ce même lundi de notre quotidien, viendrait donc d'une façon d'évoquer les passe-temps aménagés en Lydie pour assujettir un peuple. Vous vous rendez compte du délire? La prochaine fois qu'on me demandera comment ça va en début de semaine, je ne pourrai plus jamais répondre comme un lundi, sans penser à ce truc de dingue. Je répondrai simplement comme en pleine servitude volontaire. Bon allez, cette vidéo est déjà bien assez longue. Si vous en avez la curiosité, j'ai mis plusieurs choses dans la description, dont un lien vers le texte intégral de la servitude volontaire que j'ai trouvé en ligne.
gratuitement et en français. Dans le prochain épisode, on va continuer à s'intéresser à la préhistoire des banques centrales, mais cette fois, l'angle d'attaque sera plus historique avec des inventions qui se sont déroulées entre Rome et Babylone et qui ont participé à l'avancée des hommes vers le fait de se dire « Tiens, et si on fabriquait un billet de banque ?» Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt. Comme aujourd'hui il s'agissait de parler un peu de philosophie, je me suis incrusté cette fois dans le décor du youtubeur Cyrus North, qui vulgarise la philo de façon fun et speed depuis une dizaine d'années. Enfin, pour être tout à fait exact, il a longtemps fait des vidéos courtes, idéales pour réviser le bac de philo, mais depuis quelques années, il prend le temps d'installer un tempo plus calme, pour aborder calmement des trucs qui le fascinent et qui, vu comme il les raconte, deviennent passionnantes. Je ne sais pas dire quand ça sortira, mais je vous proposerai bientôt le portrait de ce youtubeur dans la playlist Toutou YouTube, une playlist où vous pouvez déjà retrouver plein de portraits et d'interviews sur la création et le partage de vidéos sur internet. YouTube dans YouTube, l'économie pour les nuls par un nul. Papa Vigéré, c'est tout ça. Alors abonne-toi!